Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Euh, je me présente, je suis Lynne Lapostole. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je dirige l'Association pour la recherche au collégial. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin dans ce projet de collaboration avec le Fonds de recherche du Québec, secteur santé, avec lequel on collabore depuis la création du programme dont nous allons parler ce matin. Euh, je vous présente d'ailleurs les deux responsables de programme du fonds qui sont avec nous ce matin. Alors, tout d'abord, Mylène Gosselin, qui est nouvelle au fonds de recherche, qui est là depuis cette année, l'année 2024, mais elle a une feuille de route importante en recherche, vous le voyez comme moi à l'écran. Puis, ben, bravo, Mylène, je vais le souligner, d'inscrire votre diplôme d'études collégiales dans votre profil LinkedIn. C'est pas tout le monde qui le fait. Puis, puisque l'enseignement collégial, c'est aussi l'enseignement supérieur, ben, bravo de nous faire savoir que vous êtes une diplômée du Cégep de Sherbrooke. Ensuite, Sandy Lalonde, qui est chargée de programme au Fonds santé depuis déjà 2019. Donc, Sandy n'est pas nouvelle dans le dossier donc de ce programme qui a été mis sur pied expressément pour le collégial. Ça fait quelques années qu'elle participe aux rencontres et qu'elle s'occupe du programme à des degrés divers au fil des ans. Elle est de retour avec nous cette année. C'est un grand plaisir de l'accueillir de nouveau. Et elle aussi a une bonne expérience là, en ce qui concerne la recherche dans le secteur de la santé. J'ai pas tout mis. Elle avait d'autres expériences précédentes un peu autour de ça, mais ce sont les principales ici. Et puis, on accueille ce matin un chercheur qui a profité de ce programme de subvention à deux reprises. Il en est actuellement, il est titulaire d'un octroi en ce moment. C'est Luc Laberge, qui est chercheur au sein d'ECOB, Recherche et Transfert, qui est un centre collégial de transfert de technologie, un des 59 centres de transfert de technologie du Québec, une des 100 unités de recherche du réseau collégial québécois. Donc, Luc qui va à la fois nous dire quelques mots en tout début de séance sur le projet qu'il mène, mais qui va revenir à la fin avec des commentaires, des suggestions à votre intention. Il fait partie de l'équipe d'ECOB depuis 2004, puis il est aussi professeur associé au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, pour le bien de cette séance-ci, je vous invite à lever la main. Il y aura des périodes pour poser des questions. Donc, je vous invite à lever la main quand ce sera le temps des questions. Nous ne prendrons pas de questions pendant les blocs de présentation d'informations sur le programme. On va laisser les questions pour ces périodes-là. Et je vous invite à formuler des questions qui vont bénéficier le plus possible à l'ensemble des personnes présentes. Sandy et Mylène ne répondront pas à des questions très précises sur un projet en particulier, une situation personnelle, mais elles répondront avec plaisir à toutes les questions portant sur le programme. Et puis, vous allez voir, elles vont vous le répéter. Elles sont très disponibles ensuite. Par ailleurs, si vous avez des questions plus personnelles là, à leur poser. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre caméra, votre micro avant d'intervenir, de vous présenter très, très brièvement là, de parler dès que je vous inviterai à le faire. Là, inquiétez-vous pas, on vous le dira si ça fonctionne pas. Et puis, on ne va pas utiliser le clavardage pour les questions. On vous invite vraiment à ouvrir micro et caméra. Puis, vous pouvez en tout temps, ça, même pendant les présentations, réagir avec les icônes dans les onglets participants et réactions. La séance est enregistrée. On va tout d'abord s'assurer de la bonne qualité de la séance et on va mettre à la disposition des gens qui ne pouvaient être ici en temps réel seulement la captation des parties informatives, pas la partie des questions. Donc, sentez-vous bien libre de poser vos questions. Ça ne va pas circuler un peu partout ces sections-là. L'enregistrement sera édité avant d'être mis à la disposition de qui que ce soit. Alors, si c'est votre première activité organisée par l'ARC, ben sachez que l'ARC
est active au sein de l'écosystème de soutien à la recherche collégiale depuis 36 ans maintenant. Notre mission a toujours été et demeure la promotion de la recherche collégiale et on le fait en fonction de trois axes. La représentation, beaucoup de représentation pour faire valoir, défendre la recherche collégiale, avoir des ressources pour la recherche collégiale, la valorisation des activités pour mettre en valeur, permettre de présenter les résultats de vos travaux, et puis des services à la collectivité comme ce matin, d'organiser des séances d'information, de formation, de perfectionnement, d'offrir de l'accompagnement, par exemple, ou des communautés de pratique. Le Fonds de recherche du Québec, parce que vous le savez peut-être, depuis le 1er juin, on ne parle plus des fonds de recherche du Québec, mais bien du Fonds de recherche du Québec, à l'intérieur duquel il y a trois secteurs. Donc, le secteur santé, c'est vraiment pour promouvoir et soutenir la recherche sur la santé, vraiment dans un sens assez large, là, y compris la recherche fondamentale. Je vous rappelle qu'il y a quand même 20% de la recherche collégiale qui est fondamentale. La recherche épidémiologique, la recherche en santé publique, la recherche sur les services de santé, puis sur différents aspects de la santé humaine. Promouvoir et financer la diffusion, la mobilisation des connaissances, c'est important pour la demande que vous soumettrez peut-être. De aussi former, aider la formation de chercheuses et chercheurs, y compris des étudiantes et étudiants, c'est important dans la demande que vous soumettrez peut-être. Et puis d'établir des partenariats avec des établissements, des organismes comme l'ARC. Il y a quelques abréviations ici. Dans quelques minutes, on va vous déposer dans le clavardage le diaporama que j'utilise à l'instant. Donc, ces abréviations-là, si vous n'êtes pas familière ou familier avec elles, vous les aurez dans cette présentation-là. Je m'arrête ici pour cette partie-là et je vais commencer par demander à Luc Laberge qui est avec nous. Donc, Luc qui a bénéficié de subvention du programme, de dire quelques mots, de dire quelques mots pour présenter le projet qu'il mène actuellement euh, avec grâce au soutien financier du Fonds du secteur Société et Culture. Merci, Lynn. Donc, je suis au Cégep de Jonquière, puis vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a certaines maladies génétiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi à Charlevoix dont la prévalence est plus élevée qu'ailleurs dans le monde, incluant la dystrophie myotonique de type 1, qui est une maladie neuromusculaire progressive. Et puis, pour vous donner une idée, il y a 450 patients qui sont suivis depuis plus d'une génération à l'hôpital de Jonquière. C'est autant de patients que dans la ville de New York, excepté que c'est le même médecin qui les voit. Puis c'est une maladie qui peut être tellement variable parce qu'elle peut toucher littéralement tous les systèmes du corps humain que le médecin qui voit trois patients dans sa vie à New York ne fera pas le lien que c'est la même maladie. Donc, puis une particularité, c'est que les patients souffrent d'hypersomnolence diurne. Donc, même s'ils dorment suffisamment, très, très somnolents pendant la journée, comme dans la narcolepsie, qui est une maladie de sommeil. Donc, c'est mon domaine de recherche, sommeil et horloge biologique. Et puis, il y a plusieurs patients qui dorment à tout moment, qui ont un sommeil très morcelé ou qui se couchent très, très, très tard, 4 heures, 5 heures du matin, qui se lèvent à 2 heures. Donc, ce sont des troubles du rythme circadien veille-sommeil. Vous êtes habitué avec le travail de nuit, on connaît ça. Ce sont des troubles du rythme circadien veille-sommeil externe ou le jet lag. Quand on arrive à Paris, notre corps est prédisposé à aller dormir, mais on doit passer la nuit éveillé. Mais eux, c'est une problématique centrale. Donc, ce serait dans leur cerveau qu'il y a un problème, peut-être au niveau de la rétine ou de l'horloge biologique. Puis, dans ce projet, on va utiliser des interventions lumineuses, de la luminothérapie le matin, entre autres, pour régulariser leur rythme veille-sommeil et de ce fait diminuer la somnolence diurne, la fatigue qu'ils peuvent ressentir pendant la journée et influencer négativement leur qualité de vie, leur bien-être, leur participation sociale. Je m'excuse à l'avance pour le bruit, il y a des travaux dans l'immeuble où je me trouve. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, Luc. Merci
de nous avoir dit en quelques mots quels sont les travaux très utiles pour bien des gens que tu mènes grâce au soutien du Fonds de recherche du Québec. Et c'est ton deuxième projet. Donc, tu avais déjà obtenu une première subvention il y a quelques Exactement. années. Est-ce que c'est la poursuite du même projet? Ou Oui, en quelque sorte, oui. C'est oui, la suite, oui, c'est la suite. d'accord, très Oui. bien. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Sandy Lalonde et à Mylène Gosselin. On a prévu, vous l'avez probablement vu dans l'invitation, une trentaine de minutes à la fin, donc vers 11h30, si vous voulez parler d'éventuelles collaborations, réseauter, mais on veut bien sûr que vous ayez le plus de temps possible pour poser vos questions. Alors, Sandy et Mylène, je vous laisse la parole. Je vais vous épingler pour qu'on vous voit bien. Juste que je retrouve Mylène. Alors, pendant ce temps-là, je peux vous dire que ce sera soit moi, soit ma collègue Nathalie Nicole Bouchard, qui est membre de notre conseil d'administration, qui animera la, la, la discussion à la toute fin, là. Je ne trouve pas, je ne trouve pas Mylène. Je viens de lever ma main. Ah, ben oui. Comment je fais si tu as levé ta main? Attends, tu vas être au début. Hey, c'est vraiment... OK. Oui, là, en levant la main, je te vois bien. Je suis désolée, Mylène. Ben non, il n'y a pas de problème. Euh, voilà. On y arrive, on y arrive. Tu peux baisser ta main. Je vous laisse y aller toutes les deux. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre séance d'information pour le programme de recherche en milieu collégial soutien des projets en équipe. Ça, on va parler de l'édition 2025-2026. Ma collègue Sandy et moi, on est toutes deux responsables de programme au FRQ secteur santé et c'est nous qui allons faire la présentation en alternance. Comme Lynn vous a déjà dit, moi, je suis nouvellement arrivée au FRQ, donc je n'ai pas toutes les réponses à vos questions, mais je suis épaulée par ma collègue Sandy, qui a vraiment beaucoup d'expérience puis qui va pouvoir certainement répondre à vos questions. Euh, Prochaine diapositive. Bon, on va parler un petit peu du programme en bref. Le programme consiste en la réalisation d'un projet en équipe avec une thématique en santé. L'équipe doit être composée minimalement d'un chercheur, une chercheuse et d'un co-chercheur, co-chercheuse. Puis on va parler des statuts qui sont admissibles un petit peu plus loin. Le financement prévoit une subvention d'un maximum de 55 000 par année pour un maximum de 3 ans. Le programme s'adresse exclusivement aux chercheurs et chercheuses de Collège du Québec. Prochaine diapositive. Euh, je vais vous donner un petit peu je vais vous parler des principales étapes et les dates du programme. Mais inquiétez-vous pas, c'est juste un petit survol. On va revenir avec les dates et les étapes plus tard dans la présentation. Donc, le lancement du programme a été fait le 28 août dernier. Aujourd'hui, c'est le webinaire, c'est le 17 septembre. La date limite pour la prédemande, c'est le 13 novembre. La date limite pour la demande pour déposer une demande de financement, c'est le 15 janvier. Et l'annonce des résultats va se faire environ à la fin avril 2025. Prochaine diapositive. Bon, les objectifs du programme, c'est de créer une plateforme de recherche en santé reliant les chercheurs de collège, de CCTT et le FRQ. C'est aussi de promouvoir, consolider, maintenir une base de recherche diversifiée et de qualité. C'est pour favoriser aussi l'émergence et la rétention des chercheurs d'excellence dans le réseau collégial. C'est aussi pour encourager les chercheurs de collège et de CCTT à former la relève.
C'est aussi pour encourager la collaboration entre les chercheurs collégiaux et universitaires sur des projets structurants. Et finalement, c'est pour favoriser le transfert des connaissances entre les milieux de recherche universitaires et collégiales. Prochaine diapositive. Bon, le plan de notre webinaire va avoir deux sections. Il va avoir la première section qui va être la description du programme, puis ensuite, la deuxième section, ben, je pense que c'est Sandy qui passe au travers de ça. Elle explique les grandes étapes pour préparer une demande. Bon, la description du programme, on va passer sur les 4 points suivants. On va commencer avec l'admissibilité. Ensuite, on va parler des documents exigés pour la pré-demande et la demande. On va parler des informations concernant le financement, puis on va terminer avec le processus. On va expliquer comment fonctionne le processus d'évaluation. Sandy? Oui. Là, vous m'excuserez, j'ai 3 écrans, donc entre chacune des diapos et des informations que je vous transmets, il y aura peut-être un léger délai, je m'en excuse. Donc, en fait, ce qui est important ici, on a mis visuellement les compositions d'équipes qui sont obligatoires. Donc, vous voyez dans le haut, les 2 cases des encadrés rouges, c'est le chercheur principal qui doit être un chercheur de collège de statut 3. On va expliquer en détail là, prochainement ce que vous devez avoir comme critère pour être admissible pour un chercheur de collège. Et vous devez également avoir un chercheur, un co-chercheur dans votre équipe de statut 1, 2 ou 3, donc chercheur universitaire, universitaire clinicien ou un chercheur de collège. Et à ça peut s'ajouter des co-chercheurs, donc universitaire, universitaire clinicien, collégial, mais également les statuts 4, et on va les expliquer également, là, les statuts 4, là, il y a 5 catégories de chercheurs, de co-chercheurs de statut 4. Donc, sans restriction de nombre pour ces co-chercheurs-là, et également un nombre sans restriction de collaborateurs que vous pouvez mettre. Donc, les collaborateurs, entre co-chercheurs et collaborateurs, la grande différence entre les deux, c'est l'apport au projet de recherche. Donc, un collaborateur, un co-chercheur va avoir un apport beaucoup plus important qu'un collaborateur. Donc, ça sera la différence entre les deux qui vous permettra de choisir si vous mettez quelqu'un comme co-chercheur ou comme collaborateur dans votre demande. Ce qu'on précise, c'est qu'au moins un membre de l'équipe doit détenir un diplôme de doctorat. Parce que maintenant, dans les règles générales communes, un chercheur de collège avec un diplôme de maîtrise est admissible pour obtenir le statut de chercheur de collège. Par contre, dans la composition de votre équipe, que ce soit chercheur principal, le co-chercheur obligatoire ou autre co-chercheur, un des membres doit détenir un PhD là, euh, dans son parcours. Donc, je m'excuse, je dois changer à 2 endroits. Donc, la définition d'un chercheur de statut 3, si vous êtes plus ou moins familier, nous, ce sont vraiment les critères qu'on doit regarder quand on reçoit les demandes puis les pré-demandes. On vérifie si vous cochez une de ces cases-là. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est une personne qui est titulaire d'une maîtrise, qui est employée pour l'équivalent d'une tâche à temps plein dans un établissement d'enseignement collégial reconnu par le FRQ. Donc, déjà là, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre établissement d'enseignement fait partie de la liste des établissements gestionnaires reconnus. Donc, on l'a pas mis le lien ici, mais on l'a mis dans une autre diapo. Vous pourrez regarder si votre établissement s'y trouve. Sinon, il y a une demande de reconnaissance qui peut être faite. Par contre, ça prend un certain temps pour le faire. Donc, c'est possible que si votre établissement soit pas dans la liste, ce soit un peu juste cette année pour déposer votre demande. Il y a une petite coordination à avoir là. Euh, donc, nous, c'est le premier critère qu'on regarde. Est-ce que vous faites partie d'un établissement gestionnaire reconnu? Est-ce que vous avez minimalement une maîtrise? Par la suite, on regarde si vous détenez un poste d'enseignant dans un établissement collégial ou vous avez un poste de chercheur dans un CCTT ou un poste dans un établissement d'enseignement collégial dont la tâche est composée d'au moins 75 d'activités en recherche. Parfois, la rédaction d'un CV, on trouve l'information à différents endroits. Donc, assurez-vous quand vous rédigez votre CV commun de nous faciliter peut-être un peu la tâche puis d'indiquer correctement les informations pour s'assurer de l'admissibilité. Dans le cas d'un doute, on ne vous mettra pas non admissible. On va revenir vers vous pour valider certaines informations s'il y a des trucs là, qui ne sont pas tout à fait clairs.
Si vous avez aussi des questions sur la façon de compléter un CV commun, si vous l'avez jamais fait, mais à ce moment-là, vous pouvez nous contacter, Mylène et moi, puis ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça, c'est pour le chercheur de collège. Pour les chercheurs de statut 4 que j'ai mentionné tout à l'heure, donc ça, c'est les autres co-chercheurs. Les autres co-chercheurs, c'est ceux qui peuvent pas répondre aux chercheurs, au statut de chercheur universitaire, universitaire clinicien et collégial. On rentre dans cette catégorie-là, par exemple, les chercheurs d'établissements gouvernementaux reconnus par les FRQ, donc qui sont dans la liste des établissements gestionnaires reconnus. Les chercheurs d'organisations d'un secteur gouvernemental non reconnus par le FRQ ou privé. On peut trouver aussi des personnes de milieux de pratique. Donc, les milieux de pratique vont être très différents selon votre domaine dans lequel vous travaillez. Mais on peut penser, par exemple, à du personnel infirmier. On peut penser aussi, par exemple, à des municipalités. C'est diversifié selon votre domaine de recherche. Il y a également des artistes. Donc, qui, disons que de notre côté, au secteur santé, on a très peu vu des artistes dans les demandes, mais on peut penser par exemple à la gestion de la douleur avec de l'art-thérapie, par exemple. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisagé. Et du côté le dernier, c'est le personnel, c'est une personne qui contribue à titre individuel. Encore là, c'est vraiment très large. Donc, ça peut être un citoyen, ça peut être aussi un patient partenaire. Donc, c'est ce qu'on retrouve souvent dans nos demandes. Donc, il y a une possibilité de les ajouter comme co-chercheurs de statut 4. La différence avec les statuts 4 des autres statuts 1, 2, 3, c'est qu'ils ne peuvent pas se voir gérer un financement. Donc, vous ne pourrez pas leur transmettre des sous euh, euh, pour qu'ils puissent le gérer eux-mêmes. Et le consentement aussi à la participation au projet est différent là, pour euh, le personnel de milieu pratique, les artistes et les personnes contribuant à titre individuel. Donc, la prochaine diapo, c'est comme chercheur principal, ce qu'on regarde aussi pour l'admissibilité de votre projet, c'est que tout d'abord, vous devez avoir une expérience pertinente dans le domaine de recherche considéré. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait une cohérence entre le projet que vous déposez et votre domaine d'études. Euh, il y a aussi, en fait, le deuxième point, c'est que si votre discipline de maîtrise ou de doctorat n'est pas directement liée à la santé, vous êtes quand même admissible parce que c'est le projet sur lequel vous travaillez qui doit être du domaine de la santé. Donc, c'est ce que nous, on va vérifier en lisant votre pré-demande. Euh, Vous pouvez seulement déposer une seule demande dans l'un des trois secteurs parce que nos collègues au niveau nature, technologie et société culture ont leur propre programme au niveau de la recherche collégiale. Donc, si votre projet porte sur des enjeux de santé, ce serait chez nous. Si c'est pas du côté des enjeux de santé, à ce moment-là, il faudrait se tourner vers nos collègues de société culture, nature, technologie. Si vous connaissez pas qui sont ces personnes ressources, ça nous fera plaisir de vous diriger là, vers la bonne personne. En cas de doute, vous savez pas vers où vous tourner, vous pouvez également nous écrire personnellement. On pourra analyser, mieux vous guider, avoir des discussions aussi peut-être avec nos collègues du côté nature, technologie, société, culture pour s'assurer que vous déposez dans le bon secteur. Par contre, il est possible que les dates limites de nos collègues, et là, j'ai pas vérifié, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire, mais c'est possible que les dates de pré-demande et de demande ne soient pas les mêmes. Donc, si vous avez un doute au déposer, à ce moment-là, assurez-vous de le faire rapidement et de ne pas conserver notre calendrier en tête. Vous pouvez seulement déposer aussi une seule demande comme chercheur principal. Par contre, il est possible pour vous qu'on vous sollicite une participation comme co-chercheur sur d'autres projets. Ça, c'est possible. Euh, il y a aussi, si vous avez été financé dans les dernières années, vous pourrez être admissible si vous êtes à la dernière année de votre projet. Donc, votre nouveau financement, si vous êtes octroyé, débutera au moment où vous allez déposer le rapport final de votre projet qui est actuellement financé. On termine le premier bloc d'informations. Donc, Merci on serait beaucoup. prêt à répondre à certaines de vos questions. C'est un premier bloc quand même avec beaucoup d'informations techniques. Là, on le concentre. Mhm. Alors, on est maintenant rendu à l'étape des documents qui sont exigés pour la prédemande et la demande. Donc, voilà.
Donc, en fait, euh, tout est bien expliqué dans les règles de programme. On les a mis là parce qu'il y a quand même des petites distinctions. On voulait surtout mettre l'emphase, en fait, sur le fait que la pré-demande sert surtout à assurer l'admissibilité de votre composition d'équipe et de votre projet. Et par la suite, vous avez plus de temps pour compléter l'ensemble de la documentation requise pour votre demande. Donc, si par exemple, il y a des informations qui sont plus ou moins claires, c'est possible qu'on vous donne des recommandations entre la prédemande et la demande pour que vous puissiez corriger cette information-là pour que ce soit plus simple. Par exemple, si le statut de certaines personnes est pas nécessairement le bon ou certaines informations sont plus difficiles à trouver, mais à ce moment-là, on va faire des recommandations pour que vous puissiez corriger ça à votre demande. Mais c'est pas une évaluation scientifique qu'on fait à la pré-demande, c'est vraiment une pré-demande, une admissibilité comme telle. Donc, bien sûr, le chercheur principal devra tout d'abord ouvrir un formulaire électronique. C'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de sections à la pré-demande. Vous allez devoir transmettre le CV commun canadien et vos contributions détaillées à jour. Et si vous avez des chercheurs, des co-chercheurs en fait, selon leur statut, mais à ce moment-là, soit c'est le CV commun canadien qui est transmis directement au chercheur principal parce que la plateforme de CV commun canadien pour les chercheurs de statut 4 n'est pas directement reliée à notre plateforme FRQNet. Et si c'est les autres co-chercheurs, on demande un CV abrégé. Vous remarquerez ici à la pré-demande que pour les personnes à titre individuel, il n'y a aucune documentation qui est demandée là, pour le moment. Et pour la demande complète, là, à ce moment-là, on a fait un petit résumé là, ici des documents. Il y a une section autres documents là, qui est bien documentée. Dans les règles de programme aussi, c'est bien expliqué. Donc, vous pouvez vous y référer à tout moment. On va vous demander votre copie officielle de diplôme de doctorat ou de maîtrise, une lettre d'appui de votre établissement d'attache. Donc, si par exemple, je vais prendre Félix en exemple, si vous êtes un chercheur du Collège Montmorency, c'est le Collège Montmorency qui va vous transmettre la lettre d'appui. Euh, pour les enseignants à statut précaire, donc c'est possible aussi de déposer votre candidature, en fait, de déposer un projet, mais c'est préférable d'ajouter une lettre de votre établissement qui confirme que votre poste est assuré pour la première année là, de votre financement. Les chercheurs qui ont statut 4E, vous allez voir sur notre page des règles de programme. Oui. Je voudrais Oui. juste changer de diapo, je crois. Oh, désolé, oui. Il n'y a C'est parce que... vraiment pas de quoi. Bon, alors voilà. Euh, donc, pour les statuts nos statuts de personnes à titre individuel et les patients partenaires, ce qu'on demande en fait, c'est un formulaire d'intérêt. Donc, le formulaire est disponible dans la boîte à outils. On vous demande d'utiliser ce format-là pour faciliter la lecture là, pour les évaluateurs. Là. Parfois, il y a des personnes qui vont joindre une lettre de motivation, mais on vous demande plutôt de juste prendre le texte et de l'ajouter directement là, dans le formulaire pour que ce soit tout uniforme là, pour l'ensemble des demandes. Euh, dans le formulaire, en fait, de motivation, ce qu'on demande, c'est quelle est leur motivation ou leur intérêt à participer au projet, s'ils ont une expertise particulière, comme par exemple une participation citoyenne, ce qu'elles apportent et leur rôle également dans le projet. Euh, donc, c'est variable là, d'un projet à l'autre. Et les autres documents exigés, bien sûr, il va y avoir un résumé de votre projet d'une page, un résumé vulgarisé qui sert euh, pour, euh, pour nos communications aux besoins. Votre cheminement scientifique, ici, en fait, le cheminement scientifique et la pertinence, ce sont des documents qui vont être très utiles à notre comité d'évaluation qui vont avoir une expertise vraiment très diverse. Parce que les projets qui portent sur la santé vont venir de différents domaines. Donc, c'est important ces deux documents-là pour peut-être ça vous permettra de mieux préciser un peu votre projet dans des mots qui vont permettre à l'ensemble des évaluateurs de comprendre pourquoi vous déposez au fonds de recherche secteur santé et pas nécessairement au niveau société culture et nature technologie.
La description du projet avec des tableaux figures, donc 8 pages au total, plus des références bibliographiques, 3 pages. Les rôles des membres de l'équipe, en fait, c'est une section qui vous permet de prendre votre composition d'équipe et d'expliquer le rôle de chacune des personnes au sein de votre projet. Et aussi, si vous avez suffisamment d'espace pour expliquer aussi leur expertise et peut-être le choix de cette personne-là. Il y a aussi la section du budget, justification de vos dépenses. Il y a une section de dégagement, puis là, on va y revenir sur ces sections-là un petit peu plus tard, là. Il y a une section de dégagement pour les co-chercheurs et il y a aussi, dans la section budget, il y a une possibilité d'ajouter du soutien pour au niveau des chercheurs. Donc, on va bien faire tout à l'heure la distinction entre les deux. Il y a aussi un formulaire. La santé durable est un concept qui a été mis de l'avant dans les dernières années du côté du secteur santé. C'est un formulaire, en fait, qu'on vous demande de compléter, mais qui n'est pas évalué. Donc, si vous avez des questions sur ce formulaire-là, je vous invite à en prendre connaissance et il est disponible également dans la boîte à outils. Mais je vous rassure, c'est pas, ça ne fait pas partie de la grille d'évaluation. Alors, un autre morceau très technique. Je vous mets quand même, pour que tout le monde l'ait aisément sous la main, le lien vers justement la page du programme, ce qui ne t'empêche pas de faire des vérifications, là, mais juste pour que tout le monde ait ces quelques pages-là là, aisément devant l'œil. Alors, oui, le financement. Oui, alors, on a mis ici dans cette diapositive-là les informations résumées du financement de ce programme-là. Il y aura un minimum de 2 projets qui seront financés. Le budget total minimum pour ce programme-là, c'est 330 000 $. Il y aura un maximum de 165 000 $ pour 3 ans par projet. Donc, ça veut dire 55 000 $ par année pour un projet. Il y a un maximum de 45 000 $ par année pour des activités pour le dégagement d'activités d'enseignement ou de travail régulier pour les gens qui sont en CCTT. Il y a de l'enveloppe du 55 000 $, il y a un minimum de 10 000 $ qui doit être consacré pour le projet de recherche. Il y a aussi, on peut demander, les gens peuvent demander un soutien salarial qu'on appelle dégagement pour un co-chercheur. Et pour ce programme-là, ça bénéficie de frais indirects de recherche qu'on appelle FIR. Et ces FIR-là, c'est versé par le FRQ pour couvrir les frais indirects de recherche des établissements. Puis c'est 27 % de la portion de projet de recherche qui peut être demandée. Donc, ça serait 27 de 10 000 $ si l'enveloppe qu'on demande pour le projet de recherche, c'est 10 000 $. Prochaine diapositive. Le dégagement d'enseignement du chercheur principal ne peut pas excéder 0,5 équivalent temps complet, ETC qu'on appelle, annuellement, avec un montant maximum de 45 000 $. L'enveloppe d'un projet peut être bonifiée par d'autres subventions ou des contributions monétaires ou des contributions en nature qui sont reconnues, incluant celles des collèges, des CCTT, des universités, des ministères et des autres organismes subventionnaires. Les montants accordés sont versés directement à l'établissement collégial d'attache du chercheur principal qui a le mandat d'agir comme fiduciaire. Puis là, on a mis dans cette diapositive-là la liste des établissements qui sont reconnus par le FRQ pour gérer pardon, du financement. Il sera possible qu'une partie de la subvention peut être versée à un autre établissement s'il y a des travaux qui sont nécessaires, qui ne peuvent pas être réalisés ailleurs et dans l'établissement du chercheur principal, puis qui doivent être réalisés dans un établissement d'attache, d'un établissement ailleurs que celui du chercheur principal. Prochaine diapositive.
Alors, le soutien salarial du co-chercheur de collège. Cette année, c'est une nouveauté dans ce programme-là. Il y a un seul co-chercheur de collège de statut 3 qui pourra faire la demande de soutien, c'est-à-dire à un maximum de 20 de son salaire brut. Le dégagement est versé directement à l'établissement collégial pour compenser la partie du salaire qui est vouée au dégagement de la tâche d'enseignement ou du travail régulier pour les gens en CCTT pour la réalisation d'activités de recherche. Le montant demandé ne doit pas être inscrit, ça c'est une technicalité quand on remplit le formulaire. Le montant demandé ne doit pas être inscrit à la section budget, mais bien à la section dégagement. Il y aura un document justificatif qui doit être inséré dans l'onglet Dégagement collège dans le formulaire de FRQNet. Et il revient au chercheur principal d'identifier la personne qui va recevoir ce dégagement-là euh, pour lequel le dégagement est demandé. Et il est à noter, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a aucune demande de dégagement supplémentaire qui va être acceptée après le dépôt de la demande. Prochaine diapositive. Donc, pour les dépenses admissibles et les dépenses admissibles pour le financement, donc les dépenses admissibles, ça provient de l'enveloppe de 55 000 par année. Tous les postes budgétaires prévus dans les RGC sont permis. On a mis le lien ici pour aller voir les informations à partir du moment que les dépenses sont directement liées aux activités de recherche. Quelques exemples, ça peut être les frais liés à l'achat de matériel de recherche, traitement de personnel professionnel, technique et clinique de recherche, ça peut être le soutien salarial du chercheur principal et ou ça peut être un soutien salarial pour un dégagement d'un ou une co-chercheuse de collège. Les dépenses non admissibles, c'est autres dépenses qui sont précisées dans les RGC. Je vous invite à aller voir les informations avec le lien dans la diapositive. Donc, période de questions, une autre période de questions. Alors, des questions par rapport au financement, au montant, aux personnes qui peuvent en profiter. Je vous invite à, merci, j'allais dire ouvrir votre caméra, c'est déjà fait, à vous présenter brièvement. Je te laisse continuer. Excusez-moi. Oui, donc on va passer à la section évaluation. L'évaluation scientifique du projet va être effectuée par un comité d'évaluation qui va être choisi par le FRQ. Les membres seront choisis par les pairs des milieux collégiaux, universitaires et industriels. Selon la demande qui va être présentée, le comité pourrait faire appel, si nécessaire, à l'avis experts externes. Puis, pour être recommandé pour un financement, le projet doit obtenir une note globale minimale de 70 l'évaluation scientifique va se faire selon les 4 critères qui sont sur la diapositive. Donc, le premier, c'est le projet de recherche qui compte pour 40 Le deuxième point, c'est la composition de l'équipe et les collaborations qui va compter pour 30 en troisième, il y a les retombées et diffusion des connaissances qui va compter pour 15 Et finalement, il y a la mobilisation de la relève étudiante qui compte pour 15 Dans les prochaines diapositives, les critères pour tout ce qui va être évalué a été mis sous chaque critère d'évaluation. Je ne vais pas passer au travers de tous les critères parce que c'est pas très intéressant à lire. Je vous invite à aller voir les règles de programme pour ces critères, les 4 critères, qu'est-ce qui est évalué, puis les règles de programme sur le site Internet. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on peut répondre à toutes les questions. Je pense qu'il y a une période de questions qui suit. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au prochain bloc de comment préparer une demande. Puis je pense que Luc va également ajouter des petits commentaires pendant
sa présentation là, tout à l'heure là, pour cet aspect-là. Donc, en fait, il y a quand même des grandes étapes auxquelles vous devez franchir si c'est la première fois que vous déposez une demande au sein des FRQ. Il y a quand même une petite préparation, ben, une petite préparation assez importante et à ne pas négliger. Donc, euh, déjà, tout d'abord, il y a la création du compte FRQNet qui demande quand même quelques minutes à faire. Si vous n'avez pas de CV commun canadien, je vous dirais que c'est le plus gros morceau qui prend du temps pour que ce soit réellement bien fait. Donc, je vous dirais de vous y mettre tout de suite et ne pas attendre la veille, sinon c'est sûr que vous allez manquer de temps ou encore votre CV ne reflètera pas la qualité de votre expérience si vous le faites à la dernière minute. Euh, il y a le CV commun est important parce que le CV commun se joint directement à la plateforme FRQNet. Donc, c'est important qu'il soit mis à jour et aussi vos contributions détaillées. Donc, je vous invite à aller lire les informations en lien avec ces deux sujets-là. On a mis aussi les liens dans la boîte à outils, donc vous pouvez vous y rendre directement. Mais quand vous allez créer votre portfolio, vous avez aussi les informations directement dans votre portfolio pour vous rendre au CV commun. Si vous avez des questions sur des sections du CV commun, c'est la plateforme qu'on utilise, mais c'est pas une plateforme qui est gérée par les FRQ. Donc, on peut vous guider parce que parfois, les petites bulles d'information sont pas très aidantes. Par contre, c'est possible que pour certaines questions plus techniques, on vous dirige directement vers le service d'assistance du CV commun. Et là, malheureusement, je pourrais pas vous dire le délai que ça peut prendre pour obtenir une réponse. Vos contributions détaillées, donc c'est important de les mettre à jour. Et bien sûr, il y a le formulaire à compléter avec les sections, les documents à rédiger pour chacune d'entre elles. Donc, je pense que dès aujourd'hui, si vous êtes intéressé à déposer une demande, ce serait déjà d'ouvrir un compte FRQNet et de consulter votre portfolio pour savoir les sections à compléter et mieux évaluer l'ampleur du travail que vous allez devoir faire là, d'ici la fin novembre pour déposer votre demande. Donc, première étape, bien sûr, c'est de consulter les règles de programme. On y est allé de façon très générale aujourd'hui, mais c'est votre liste de référence. Euh, c'est les règles sur notre site aussi qui priment. Donc, s'il y a des petites erreurs qui auraient pu s'être glissées dans notre présentation aujourd'hui, on vous demande vraiment de vous fier sur les règles de programme qui sont publiées. Ça me dit Donc, qu'il faudrait changer la diapositive. ah oui, c'est parce que j'ai pas changé, pardon. J'ai pas, donc, si vous avez le site web vers les règles de programme, je m'excuse, à cause de mes deux écrans, ça me mélange beaucoup. Donc, on vous demande de ne pas attendre à la dernière minute, surtout pour préparer votre demande. Lisez bien les instructions parce qu'encore là, moi, Émilène et moi, on est vraiment très réactives pour répondre à vos questions. Mais si vous arrivez trop dernière minute, c'est possible qu'on manque de temps pour pouvoir vous répondre, pour que vous puissiez répondre, déposer votre demande aussi dans les temps. On vous demande aussi de bien prendre connaissance des critères d'évaluation parce que, bien sûr, les évaluateurs, c'est ce qu'ils vont regarder. Ils vont chercher cette information-là dans votre demande. Donc, assurez-vous de prendre connaissance de la grille d'évaluation pour faire une référence dans votre demande et que les points soient abordés. Un point, c'était de captiver votre auditoire avec des formulations convaincantes, dynamiques et claires. Mais je vous dirais aussi, dans un langage, si votre domaine est vraiment très précis, pour un langage pour un comité avec des experts de différents domaines. Donc, peut-être mettre un peu de vulgarisation dans votre présentation, là, ou en tout cas, assurez-vous que de donner suffisamment d'informations pour qu'un plus large comité d'évaluation puisse bien saisir la nature de votre demande. Assurez-vous aussi d'une cohérence entre les différentes sections et le contenu. On pense par exemple à la liste que vous allez mettre de co-chercheurs et le document des rôles des membres de l'équipe. Si vous en retirez ou vous en ajoutez, normalement, ça devrait être cohérent, par exemple. Et c'est une bonne idée de faire lire votre demande auprès d'un collègue ou encore quelqu'un de votre établissement si vous avez la chance d'avoir un bureau de la recherche au sein de votre établissement pour vous guider, pour être sûr que vous n'allez pas oublier. Parfois, un petit recul, là, ça permet de mettre le doigt sur une petite information oubliée ou une reformulation là, qui pourrait être bénéfique.
Donc, un petit rappel pour les dates limites. En fait, mercredi 13 novembre à 16 heures. Donc, l'heure est importante parce que c'est la plateforme Intercunet qui ferme. Donc, attendez pas à la dernière minute pour transmettre quand il y a un grand volume d'activité. Il peut y avoir un ralentissement de votre côté. Ce serait vraiment très dommage que vous puissiez pas déposer, tout simplement parce que il était 15h59. Le dépôt de votre demande donc est attendu pour le 17 janvier. Donc, vous allez recevoir, toutes les personnes qui vont avoir déposé une pré-demande vont recevoir un courriel de notre part qui mentionne leur admissibilité ou leur non-admissibilité à déposer une demande pour l'étape suivante. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir accès au formulaire de demande. Donc, on précise que l'établissement d'attache devra approuver votre demande, peut-être avec une date plus tôt. Donc, vraiment, consultez votre portfolio. C'est vraiment bien indiqué si la date de votre établissement va indiquer une date précise qui est différente au 13 novembre à 16 heures. Et les personnes qui œuvrent dans les CCTT, c'est le collège affilié qui doit approuver les demandes. Donc, on met ici les liens vers le centre d'assistance pour si vous avez des questions beaucoup plus techniques sur le CV commun, vraiment technique, là, informatique ou des liens avec votre profil FRQNet, par exemple. Donc, c'est notre centre d'assistance qui pourra répondre à ces questions-là. Et nous, on va répondre, Mylène et moi, aux questions vraiment spécifiques sur le programme, sur l'admissibilité, sur les documents demandés pour FRQNet, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie-là? Ben, si c'est possible, Mylène, on pourrait écouter Luc, Oui, faire ses suggestions, ses commentaires, puis bien sûr. ensuite on reviendra aux questions. Fait que Luc, je t'invite à ouvrir ta caméra Oui. et je vais même t'épingler. Oui, donc, Oh non, pardon, je me suis trompée. On t'écoute, Luc. oui, donc je suis repassé à travers la demande complète, puis il y a des choses qui prennent beaucoup de temps puis qu'on peut faire en amont, même avant d'avoir réfléchi au projet ou avoir complété la réflexion. Le cheminement scientifique, c'est une page, puis on veut que ce soit une page relativement serrée qui témoigne bien de tout ce qu'on a fait. Ça peut être fait en amont. Bien sûr, le CV commun, ça peut être très long avec le CV commun version FRQS, puis la pièce jointe du FRQS, ça peut être long, voire très long. On peut le faire en amont. La lettre d'appui de l'établissement, il y a des collèges il y a des centres de recherche ou des unités de recherche qui sont proches de la direction. D'autres, c'est plus long, c'est moins réactif. On peut demander de rencontrer la direction, ça peut prendre 3 semaines. Donc, tout dépendant de la relation que vous avez avec votre direction, parfois c'est plus facile des petits collèges. Donc, il faut penser à ça, puis lancer les perches, puis avant, en amont. La santé durable, le document sur la santé durable, c'est quand même une page, puis on n'est pas tous des experts. Il y a des gens qui ont fait des diplômes là-dedans. Il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, s'acoquiner, puis parler, puis interagir avec des gens qui s'y connaissent parce que on veut pas que ça sonne creux non plus, puis ça a l'air d'une liste de vœux pieux. Fait que pour que ça soit pertinent par rapport à notre demande, mine de rien, ça prend une réflexion. Même chose pour EDI aussi. Il y a des experts maintenant dans plusieurs collèges, des gens qui ont des maîtrises, des doctorats sur le sujet. Donc, euh, quelqu'un qui travaille en géologie, non, la gémologie, par exemple, ou les minéraux, il peut se dire, oh, je vois pas en quoi. Oui, mais c'est dans comment tu vas recruter un assistant de recherche, comment tu vas travailler avec les co-chercheurs, puis dans la diffusion puis le transfert aussi, de tenir compte de l'EDI. Donc, on est mieux de parler, on veut bien faire, mais on est mieux de parler avec des gens qui s'y connaissent pour être sensibilisés puis se former nous-mêmes, ce faisant. Le CV commun aussi, les co-chercheurs, vous trouvez les co-chercheurs, puis il y a des gens qui sont très réactifs. Tu dis, peux-tu remplir ton CV commun, ta pièce jointe, soumettre ça, aller voir dans FRQNet, créer ton profil, c'est bien, bel et bien soumis. Après ça, ils reçoivent une invitation comme co-chercheur, il faut qu'ils acceptent. Puis là, tu peux voir le tableau qui a accepté, qui a soumis son CV et pas. Mais il y a des gens, des fois, qui disent oui, puis
Ça peut être long avant qu'ils le fassent. Fait que ça, on ne veut pas se stresser outre mesure avec ça, puis on tente de se prendre à l'avance parce qu'on n'a pas le goût, quand il reste une journée ou 2 heures, de passer en mode panique. Fait que ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement le contrôle, puis on essaie d'agir en amont. Après ça, la demande, elle n'a que 6 pages. Parfois, aux IRSC ou au programme régulier du FRQS pour les chercheurs universitaires, c'est plus long. C'est pas tant 6 pages. Il y a 2 pages ou 2 pages et demie sur la problématique. Il faut parler de la retombée, diffusion des connaissances, la mobilisation de la relève étudiante. Finalement, au final, il reste pour les objectifs, les hypothèses, la méthode, la faisabilité, grosso modo 2 pages, 2 pages, disons. Une bonne idée, c'est de mettre le diagramme de Gantt ou le calendrier des activités dans les figures. Fait que ça nous aide. Moi, je crois qu'il vaut mieux commencer l'écriture plus tôt que tard. Parce que moi, je réfléchis en écrivant aussi. Puis on peut faire une très grande recension de la littérature. Finalement, on n'a pas le temps de parler de 10, et on n'a pas d'espace pour parler de 10 études clés. La prédemande aide en ce sens parce que ça nous oblige à coucher sur papier les idées puis qu'il y ait une suite. La méthode, moi, je suggère de la terminer avant d'écrire ce qui est très long, le rôle des membres de l'équipe. Puis de parler aussi, quand on est tout seul dans notre bureau, c'est plus difficile que si on parle avec les gens. OK, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut réfléchir à toutes les petites étapes parce qu'il va falloir les décrire dans ce que tout un, chacun fait dans le rôle des membres de l'équipe. Puis si vous demandez le 20% additionnel pour un chercheur, son travail régulier, là, c'est une page complète. Donc, on est mieux de terminer la méthode. Autre chose, donc ça c'est long, le rôle des membres de l'équipe. La pertinence aussi, ça c'est quelque chose on fait ça avec les objectifs du programme, puis aussi avec la planif, puis les orientations de la recherche dans notre institution. C'est relativement facile à faire. Après ça, le résumé scientifique, le résumé destiné au grand public, c'est des choses qu'on garde pour la fin, quand il ne reste plus beaucoup de temps. Puis maintenant, tu sais, pour comment faire pour avoir des idées, c'est sûr que les colloques, il y a des colloques régionaux, par exemple, en santé, sécurité au travail. Il y a des colloques, il y a le rendez-vous des experts, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, Synchronex, où là, tu crées des interactions, tu peux créer des collaborations avec des gens qui travaillent dans divers domaines aussi. Bien sûr, le colloque de l'ARC à l'ACFAS. Après ça, il y a l'ARQPC, il y a la l'AQICET, c'est plus en éducation. Mais c'est sûr que faire du maillage au sein de sa propre institution, mais lors de colloques, congrès, rencontres régionales, provinciales, voire nationales. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment. Je ne vois pas d'autres mains. Merci infiniment, Sandy, Mylène, pour votre participation, Luc aussi, mais je lui dirai à un autre moment. Est-ce que vous avez autre chose que vous aimeriez dire, ajouter aux gens qui sont avec nous? Moi, je pense que le message final qu'on veut donner, c'est que n'hésitez pas à nous écrire. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Ça dépend de la quantité des questions, des courriels qu'on a dans nos boîtes de courriels, mais on essaie de répondre le plus vite possible. D'habitude, c'est entre 24 et 48 heures. On essaie de répondre, mais ça se peut que ça s'allonge. Mais s'il y a des délais supplémentaires, on va mettre un message comme quoi il y a trop de questions, puis il va y avoir un délai Très supplémentaire. bien. Ben, n'hésitez pas à nous écrire, puis surtout, attendez pas à la dernière minute. Si vous avez des questions, prenez-vous d'avance. Moi et Sandy, on est là pour vous aider. Monsieur Gagnon. Oui, c'est quand votre temps que vous n'êtes pas dans le gros rush? Ça doit être pas dans les temps de remise de candidature, de dossier, là. Mais pour un projet qui est dans une ou 2 années, quel est le meilleur moment de communiquer avec vous? En fait, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. La particularité de Mylène et moi, c'est qu'on travaille dans une équipe qui n'est pas nécessairement qui a des programmes de subvention qui ne sont pas nécessairement sur
un calendrier régulier. Là, le programme de recherche au collégial est le seul. Donc, on est sollicité sur différents programmes à différents moments pour différentes étapes de ces programmes-là. Donc, je vous dirais, n'hésitez pas à nous écrire. On planifiera une rencontre avec vous ou encore on répondra à votre question, on vous donnera le délai. Des fois, il y a aussi des questions qui nous demandent un peu plus de réflexion ou un peu plus de vérification et c'est là où ça va tarder peut-être un petit peu là, notre réponse par rapport au délai de 24-48 heures. Mais sinon, franchement, parfois aussi une rencontre Teams avec une personne pour partager l'écran, pour être sûr Mhm. qu'on parle de la bonne chose pour régler des situations. C'est un court moment qu'on peut prendre puis qui va vous faire économiser vraiment beaucoup de temps de votre côté. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème, là, on peut le faire. Super, merci. Mais c'est un bon point, Sandy, que tu as avancé. Effectivement, des fois, il faut faire des recherches. La réponse peut paraître longue à avoir, mais c'est pas parce qu'on n'a pas vu le message, c'est parce qu'il y a des recherches à faire. Puis on fait nos recherches avant de répondre au courriel. Très bien. Ben, Merci. merci encore une fois. J'invite les personnes qui le souhaitent à rester. Si vous souhaitez voir un peu qui est autour de la table, qui pourrait avoir de l'intérêt. Vous avez vu que le nombre de subventions n'est pas très élevé. C'est un programme de recherche en équipe. Alors, si vous avez envie de réseauter puis de savoir si d'autres pourraient avoir de l'intérêt pour un objet qui en présente pour vous. Je vous invite à rester. On a 15 minutes là, pour discuter ensemble après avoir remercié encore une dernière fois Mylène et Sandy. Les documents, le diaporama qu'elles ont utilisé a été partagé par le clavardage. Si jamais vous ne l'avez pas, vous avez juste à m'envoyer un petit mot, là, on vous le fera parvenir. Merci, Merci Hélène. infiniment toutes les deux. À bientôt. Merci. Au revoir.